Juan García Abrego a connu la misère. Et il souhaitait une vie meilleure. Il a été formé par son oncle qui lui a montré à tirer les ficelles. Et le cartel de Cali a pris le contrôle de la cocaïne en Colombie. Et Juan s'est associé avec le cartel de Cali car le cartel du Golfe avait proposé aux Colombiens de faire le transport de la cocaïne pour le cartel de Cali. Et Juan ne voulait pas être le coursier de Cali, il voulait sa part du marché, il était très despotisme, il voulait tout contrôler. Il avait utilisé des camions du service d'émigration car les camions d'émigration se font rarement fouiller à la frontière, 9 tonnes de cocaïne empilées du sol au plafond. Ils se sont fait des milliards de dollars et avec cet argent ils se sont achetés des entrepôts, des avions, des camions de transport et payé des tueurs. Et les commandos devaient assassiner des indicateurs, des journalistes et des officiers de police. Et un jour un carnage a été commis, 6 personnes ont été assassinées dont une infirmière et une dame aux soins intensifs. Et des dizaines de personnes ont été assassinées et Juan García Abrego était à la tête du cartel du Golfe et ça tout le monde le savait, et il avait été le premier criminel à figurer dans la liste des 10 criminels les plus recherchés. Et il s'est caché à Chicago au Texas au Mexique, on aurait dit un fantôme. Dans l'épisode d'aujourd'hui nous retrouvons, Juan García Abrego dit la poupée. L'actualité du Texas est dominée par une fusillade sanglante entre bandes rivales non loin de la frontière mexicaine. Tout a commencé avec une fusillade dans la ville de Matamoros. Un homme au nom de Casimiro Espinosa dit le El Cacho a été abattu au centre-ville de Matamoros. El Cacho était un des nombreux narcotrafiquants qui opèrent à Matamoros dans un point de passage important vers les États-Unis. El Cacho était un des barons de la drogue de Matamoros. Il a été criblé de balles publiquement, un assassinat complètement raté, un désastre pour le cartel, et celui qui a commandité l'assassinat tient à ce qu'on finit le travail. Donc El Cacho est hospitalisé à la clinique de Reya à Matamoros. Un groupe de tueurs arrive sur les lieux et ils commencent à mitrailler dans tous les sens. Les assaillants lourdement armés et habillés en tenue de camouflage disparaissent quelques minutes plus tard. Ça a été un carnage digne des films hollywoodiens. 6 personnes assassinées dont une infirmière et une dame aux soins intensifs. Et la sœur de El Cacho fait partie des victimes, mais non seulement El Cacho survit encore, alors Espinosa échappe à ses assassins en se cachant en dessous de son lit. Peu après il est évacué par hélicoptère, les médecins qui ont survécu refusent de le traiter. Il a été transféré de Matamoros à un hôpital de Monterrey, mais il décédera en cours de route vers l'hôpital. Et le gangster qui est à l'origine de ce crime deviendra l'ennemi public numéro 1. Juan García Abrego était surnommé la muñeca, la poupée. Juan García Abrego était un homme d'affaires et il n'hésitait pas à assassiner tous ceux qui lui barraient le chemin. La poupée deviendra l'homme le plus puissant de tout le long de la frontière mexicaine. Juan García Abrego dirigeait le cartel du Golfe, les autorités, les gens dans la rue, tout le monde connaissait son nom, et Casimiro Espinosa faisait partie de ceux qui avaient contesté l'autorité de Juan García. Il ne fait aucun doute que Juan García a assassiné beaucoup de personnes, et le cartel du Golfe a été un des cartels les plus violents de toute l'histoire du Mexique. Juan prend le contrôle du marché de la drogue avec un partenariat avec le cartel colombien du nom de Cartel de Cali, et à l'époque en Colombie seulement 2 organisations dominaient sur la Colombie et c'était le cartel de Medellín et le cartel de Cali. Et les Colombiens avaient beaucoup de mal à acheminer la drogue de Colombie vers les États-Unis, et les États-Unis avaient renforcé la sécurité de la Floride pour intercepter les nouveaux arrivages de cocaïne, et Juan García a fait son partenariat avec Cali. Il s'est fait des millions et des millions voire même des milliards de dollars, et avec tout cet argent Juan s'est offert les forces de l'ordre aussi municipales que celui des douanes et de la police nationale et du gouvernement fédéral. Et énormément de fonctionnaires étaient payés par le cartel. En 1995, cette corruption à grande échelle et le volume considérable de cocaïne transportée sur 10 ans,
vaudront à Juan Garcia une reconnaissance dont il se serait passé. Il a été le premier trafiquant de toute l'histoire à être classé selon le FBI parmi la liste des 10 criminels les plus recherchés au monde, et 2 millions de dollars avaient été offerts pour mener à son arrestation. Aux États-Unis, il était recherché pour 22 chefs d'accusation, notamment pour vente de drogue et blanchiment d'argent. Juan Garcia avait peur de rien même dans les moments où il aurait dû faire moins de vagues et pendant que ses territoires étaient menacés il prenait part à des guerres sanglantes. On pourrait même dire qu'il devenait encore plus dangereux. Au début de son parcours Juan Garcia faisait le sale boulot, mais quand il est devenu le patron il ne voulait plus se salir les mains. Il avait des tueurs pour ça, mais Juan Garcia est né avec les mains sales mais c'était une saleté honorable. Juan Garcia Abrego est né le 13 septembre 1944 à Matamoros au Mexique, et ses parents étaient agriculteurs en fermage et lui et sa famille ont connu la misère et il espérait avoir une vie meilleure, et selon les dires des narcorridos Juan Garcia aurait plusieurs origines, et les narcorridos sont des ballades folk très populaires, à l'honneur et la gloire des contrebandiers et des gangsters. Dans certaines chansons il vient d'une famille qui cultivait les champs, et dans d'autres d'une famille qui travaillait en usine, et c'est un membre de sa famille qui le sortira de sa misère, et il avait un oncle qui avait commencé dans les années 30 pendant la Prohibition, et l'oncle en question se nomme Juan Guerra et il est le parrain des cartels mexicains. Et il a été un des premiers à s'enrichir en faisant rentrer des marchandises aux États-Unis, et un jour Juan Guerra sera arrêté pour avoir abattu sa femme, il plaidera la légitime défense et sera relâché, et les gens en avaient très peur. Il a commencé comme routier et puis il a démarré sa propre entreprise de transport, et il s'est lancé dans le transport de produits illicites jusqu'à la frontière mexicaine, et Juan Garcia n'a rien appris de ce qu'on apprend à l'école, c'est plutôt son oncle qui lui a appris à verser des pots de vin quand il le faut, et de faire des doubles fonds dans des voitures pour cacher de la marchandise, et toutes les réseaux que son oncle possédait a été pour Juan Garcia un bon départ dans le monde criminel sur laquelle il a construit son cartel, et dans les années 70 Juan Garcia avait rejoint l'entreprise familiale et qui faisait dans la marijuana qu'il déplaçait à bord de camions semi-remorques, et Juan Garcia a été inculpé dans une affaire de vol de camions en 1978, au moment même où il commençait à brasser des grosses sommes d'argent avec le trafic de cocaïne, ce qui est assez bizarre pour quelqu'un qui était de son calibre, et Juan Garcia se fout des accusations car il s'est mis à déplacer de plus en plus de cocaïne, et dans les années 70 avec le trafic de cannabis ça pouvait être très rentable, et pour le réseau familial de Juan Garcia le profit franchissait déjà la barre du million. Mais avec Juan Garcia qui avait passé à la tête de l'entreprise familiale la barre avait franchi le $1 milliard, et ensuite Juan Garcia investit tout l'argent récolté avec le trafic de cannabis, pour ensuite l'investir dans le trafic de cocaïne. À partir des années 80, fin des années 90 le cartel de Cali était beaucoup plus actif que le cartel de Medellín, et Medellín prenait les feuilles de coca au Pérou et en Bolivie et la transformait dans des laboratoires en Colombie et la cocaïne était envoyée en Floride. Mais comme le trafic de cocaïne était rendu très populaire que même une série télévisée du nom de 2 flics à Miami s'inspirait de faits réels, et au même moment on assistait à la chute du cartel de Medellín, et les routes de cocaïne commençaient à se faire rares car plusieurs routes étaient déjà inutilisables. Alors Juan Garcia était une opportunité pour le cartel de Cali et le cartel de Cali utilisait encore des routes mexicaines, et ce qui a fait le pont entre le cartel de Cali et le cartel du Golfe, c'est qu'un des hommes de main de Juan au nom de Thomas Sanchez surnommé Gringo avait épousé une Colombienne qui connaissait bien le cartel de Cali. Et ça a beaucoup aidé Abrego de faire affaire avec le cartel de Cali, en proposant un service de transporteur qui était très bien calculé, car il avait des chefs et des sous-chefs qui s'occupaient des transports.
Ces unités de transport géraient les gens sur le terrain, ce qu'on appelle les mules. Si ces mules se faisaient attraper, ils pouvaient conduire les policiers jusqu'au transport, mais l'unité de transport connaissait personne dans l'unité de transport. La police était donc à 5 niveaux de Juan Garcia, et la cocaïne que transportait Juan Garcia pour le cartel de Cali était placée à bord de petits avions qui s'envolaient et elle arrivait dans un ranch qui appartenait à Juan Garcia au sud de Matamoros. Mais Abrego est devenu gourmand et il voulait sa part du marché, il se voyait plus comme un simple coursier pour le cartel de Cali, et il commence à prendre de l'expansion pour lui et son organisation criminelle. Donc désormais il fait 50-50 avec les Colombiens, il livre la moitié de leur drogue à leurs dealers américains et il conserve la moitié de chaque livraison. Alors Juan a investi tout cet argent pour se payer des entrepôts, des avions, des camions de livraison, des armes, des tueurs et des pots de vin. Et l'un de ses chefs sicarios se nomme José Adolfo La Garcia, et il était surnommé l'effaceur et il était le chef d'un groupe de commandos qui se chargeait d'éliminer tous ceux qui étaient des indicateurs, des journalistes et bien sûr des officiers de police et dans le cartel du Golfe de subordonnés au nom de Luis Medrano et Oscar Valerde, étaient aussi des bras armés pour le cartel du Golfe et contrairement à ce qu'on pouvait croire, Juan Garcia avait utilisé des camions de l'immigration, et l'un de ses distributeurs aux États-Unis était Tony Ortiz. Celui-ci avait recruté un ancien officier du service d'immigration du nom de José Polanco, et Polanco avait recruté des agents du service d'immigration qui étaient toujours en service et qu'il payait pour qu'ils transportent de la cocaïne, à partir de la frontière mexicaine jusqu'à Houston au service d'immigration, et les camions d'immigration se font rarement fouiller quand ils traversent la frontière, et la combine finit par être découverte par les autorités américaines, mais cela a peu réduit les volumes de cocaïne transportés entre 1989 et 1993. Pendant à peine 5 ans, les Américains ont saisi 13 tonnes de cocaïne, et le cartel tentait de faire passer de la cocaïne par le sud du Texas et ce n'est rien par rapport au volume qu'ils sont fait rentrer aux États-Unis. Ce sont des tonnes et des tonnes de cocaïne qui rentraient aux États-Unis et à l'époque le prix du kilo était de 40 000 à 50 000 $, et les quantités de drogue que les autorités ont saisies étaient phénoménales. Les autorités pouvaient saisir 500 kilos à 800 kilos. Une fois les autorités ont saisi 9 tonnes de cocaïne. Et quand les autorités ont mis la main sur cette saisie de cocaïne, elle avait été dissimulée dans un poulailler qui se trouvait dans un ranch, et malgré toutes ces saisies, les bénéfices faits par Juan Garcia avaient été estimés par les autorités à 2 milliards de dollars par année. Mais quand vous envoyez des tonnes de cocaïne aux États-Unis, le problème c'est comment faire sortir l'argent des États-Unis, mais sans aucune preuve les autorités croient qu'ils se servaient d'une entreprise d'exportation en tout genre car beaucoup de télévisions, d'ordinateurs et des réfrigérateurs étaient vendus au Mexique, donc il est fort probable que l'argent était dissimulé dans ces exportations. Le cartel gagnait tellement d'argent qu'il ne savait pas quoi en faire, et non seulement le cartel avait toute une industrie qui tournait autour du blanchiment d'argent car ils avaient des avocats et des banquiers, des comptables, certains ont fini en prison. Et le cartel blanchissait leur argent au Mexique et une fois nettoyé cet argent retournait aux États-Unis pour être placé dans des comptes de banque aux États-Unis, et il se servait également de bureaux de change en se servant d'un complice. Dans ces genres de bureaux il déposait de l'argent et comme ce genre de bureau a la maniabilité de faire des transferts internationaux, l'argent pouvait donc être envoyé aux États-Unis. Et Juan Garcia utilisait des anciennes méthodes, il payait des fonctionnaires du gouvernement et ces gens-là avaient des milliards, donc avec cet argent il pouvait se payer des fonctionnaires locaux mais aussi des agents fédéraux et Juan Garcia arrosait beaucoup de monde. Le commandant de la police du nord du Mexique et d'un agent spécial des forces de l'ordre et d'un commandant de la police de Matamoros et le lieutenant général en charge de la lutte antidrogue, et certains ont même affirmé qu'ils versaient des pots de vin aux frères du président Salinas, donc ça allait jusqu'au plus haut niveau du gouvernement mexicain et ceux qui comptaient se mettre à travers de leur chemin le payaient de leur vie. Et Juan Garcia a commandité l'assassinat de 2 journalistes et ces journalistes dénonçaient ce genre d'activité et il avait publié plusieurs noms du cartel du Golfe, et il s'en est pris à un éditeur de journaux de Matamoros et ce jour-là l'éditeur de journaux avait publié plusieurs articles concernant le cartel du Golfe et de la corruption des autorités locales.
et Juan Garcia a pas apprécié du tout et l'éditeur du journal El Popular Ernesto Flor et il a été abattu avec l'une de ses journalistes Norma Moreno. Ils venaient d'arriver à leur bureau quand plusieurs hommes armés ont fait feu à travers la vitrine. Ils voulaient réprimer ce genre d'article peu importe le prix, et Juan Garcia voulait tellement grandir son empire et la maintenir avec stabilité. Ils avaient donné pour but d'infiltrer les autorités mexicaines, mais non seulement il voulait étendre cette infiltration jusqu'aux États-Unis et c'est ce qu'il a fait dans la partie américaine du Rio Grande. Il est en contact avec un officier appelé Claude Delao. Claude percevait les pots de vin et l'organisation de Juan Garcia pensait qu'en échange de cet argent Claude fournirait des informations pour protéger leur trafic, mais il s'avère que ce flic corrompu c'est un agent du FBI qu'il se faisait passer pour un agent corrompu mais il était parfaitement honnête, et ça commençait quand Claude a informé le FBI qu'il était en contact avec Juan Garcia et il évoque les assassinats qu'il a commandités contre des personnes qui le dérangeaient, et ces conversations étaient enregistrées et lors du procès Claude Delao a joué un rôle essentiel lors du procès contre Juan Garcia. Et non seulement la police texane participe à l'enquête et ses agents arrêtent un contrebandier dans un ferme du Texas et ils découvrent l'entrepôt principal du cartel, et les autorités étaient dépassées par ce qu'ils ont découvert 9 tonnes de cocaïne empilées les uns par-dessus les autres jusqu'au plafond et il y avait tellement de cocaïne que des passages ont dû être aménagés. Évaluée à une valeur de plus de 100 millions de dollars, c'est la plus grande saisie dans l'histoire des États-Unis. L'homme qui a informé les autorités accepte de collaborer et de fournir des informations sur le cartel du Golfe. Et Juan Garcia Abrego a compris qu'il serait traqué par les autorités alors il a donc décidé de prendre la fuite. Et Juan Garcia est activement recherché des deux côtés de la frontière. Et la fin des années 80 et début des années 90, Juan Garcia avait corrompu un fonctionnaire du gouvernement du bureau du procureur général mais ce fonctionnaire va se rendre compte au fil des années qu'il a été floué de 10 millions de dollars et il décide de se venger. Donc annonce le gouvernement mexicain, la police fédérale et le bureau du procureur général sur la piste de Juan Garcia Abrego. Janvier 1990, la police mexicaine passe à l'action. 18 membres du cartel du Golfe sont arrêtés pour possession de stupéfiants et possession d'armes. Et Abrego a un passeport américain et mexicain. Il décide donc de prendre la fuite avec sa garde rapprochée et il décide d'abandonner ses téléphones. Il change de numéro et sa situation devient compliquée. Il se réfugie chez sa sœur aux États-Unis et ensuite il séjourne dans un appartement à Chicago pendant 1 an. Et c'est là qu'il va apprendre que des charges avaient été retenues contre lui aux États-Unis alors il décide de retourner au Mexique. Apparemment il se serait caché dans ses ranchs près de Matamoros et dans ces situations où le patron est absent on retrouve toujours un sous-chef qui veut prendre la place du patron. Et en pleine chasse à l'homme des dizaines de personnes ont été assassinées et tout ça s'est produit en espace d'1 mois entre Matamoros et Bronxville, un des territoires du cartel du Golfe. Mais malgré tout ça, Juan Garcia Abrego continua de diriger son cartel dans la clandestinité. Et un agent de police de Tamaulipas du nom de Carlos Rezende et un jour il s'est dit que vendre de la drogue serait plus payant que de travailler pour la police. Et Juan Garcia a pris la fuite. Il s'est servi de Carlos comme intermédiaire et si Juan avait gardé la communication avec le cartel c'était en raison grâce à Carlos Rezende. Donc il pouvait remettre ses directives à Luis Medrano et à Oscar Malherbe B. Au début des années 90, tous les leaders du cartel sont recherchés. Les autorités fédérales des deux côtés de la frontière les traquent et les arrêtent les uns après les autres. Et nous savons que tout ceci est mauvais pour les affaires et les chefs du cartel de Cali qui encaissent des milliards de dollars décident donc de réagir à l'affaire. Alors les livraisons de cocaïne ont été stoppées. Alors Juan Garcia Abrego s'est retrouvé coincé et quand un lion se retrouve coincé c'est le moment où il devient dangereux. Il a donc vécu en cavale pendant plusieurs années, on aurait dit un fantôme. 14 janvier 1996, la police fédérale mexicaine est sur le pied de guerre. Des écoutes téléphoniques l'ont mise sur la piste de l'homme le plus recherché du pays. Il se cacherait dans une maison non loin de Monterrey et la police mexicaine enfonce donc le portail métallique pour rentrer sur la propriété. Et Juan Garcia enjambe un mitoyen et se réfugie dans une maison voisine et il tire une balle en l'air comme pour dire ne m'approchez pas. Les agents avancent, il place son arme à feu sur sa tempe comme s'il allait se suicider et un des agents fédéral dit à son supérieur qu'on le prenne vivant ou mort ça ne change rien.
Et la Abrego lâche son arme et pendant des mois il lavait son linge et faisait sa cuisinette alors depuis un bon moment il avait mis de côté sa vie de château. Il aurait essayé de négocier une reddition avec les autorités mexicaines. Et il aurait demandé à rester au Mexique et à avoir des visites conjugales et la raison pour laquelle Juan Garcia Abrego a été arrêté c'est que le téléphone de sa femme avait été mis sur écoute. Et la raison pour laquelle Juan a été extradé aux États-Unis c'est qu'il possédait un acte de naissance américain donc il ne pouvait en aucun cas rester au Mexique pour purger sa peine de prison, alors les autorités n'avaient pas besoin de faire une demande d'extradition chose qui aurait été long car il était né au Texas et la journée de son extradition il a refusé de monter dans l'avion. Les autorités ont dû le faire rentrer de force avec un sédatif pour le calmer et quand il a compris qu'il était en direction des États-Unis il a regardé les autorités et il a dit vous allez vous faire assassiner. Et Juan Garcia a été conduit à Houston et il a rien avoué aux autorités américaines. Juan Garcia est présenté devant un tribunal fédéral qui l'accuse pour formation et direction d'une entreprise illégale. Juan Garcia a été inculpé de 22 chefs d'accusation donc de trafic de drogue, blanchiment d'argent et direction d'une organisation criminelle. Et pendant son procès plusieurs questions se demandaient ce qui va trahir le cartel de Cali qui étaient les grands trafiquants du monde entier. Et ce qui va parler de la corruption qui trônait au plus haut niveau de l'État mexicain pour avoir une remise de peine. Et la réponse à cette question est non. Juan Garcia comprenait les risques du métier et il savait qu'on lui avait pas placé une arme sur la tête c'était une question de choix donc Juan Garcia a jamais trahi les siens pour quelque raison qu'il soit. Mais une fois au procès contrairement à Juan Garcia beaucoup de ces hommes se sont mis à table en échange de la clémence des jurés. Septembre 1996 Juan Garcia Abrego est jugé par la Cour fédérale au Texas et il est retenu coupable de trafic de stupéfiants, complot et blanchiment d'argent. Malgré le fait que Abrego avait les meilleurs avocats du Texas les preuves retenues contre lui étaient trop accablantes et plus de 50 personnes ont témoigné contre lui. Alors une véritable tempête a déferlé sur Juan Garcia et malgré ça Abrego est resté calme dans le box des accusés et s'est donné à aucune intimidation du regard et il était poli avec les gens de la cour. Et la défense a tenté de faire tomber certains témoignages comme étant irrecevables car c'étaient des criminels et qu'on ne peut pas faire confiance à ce monde-là et la défense a tenté de prendre en compte le fait que c'était un jugement qui devait avoir lieu au Mexique et non aux États-Unis. Le jury a délibéré pendant 12 heures de temps avant d'arriver à une décision. Il est détenu coupable et la sentence tombe 4 mois plus tard et il écope d'une peine de 11 fois à la prison à vie et doit verser un montant de 178 millions de dollars en dédommagement aux États-Unis plus 352 millions supplémentaires sont saisis sur ses actifs, et ensuite Juan Garcia est envoyé au pénitencier de ADX Florence dans l'État du Colorado réservé aux criminels les plus dangereux des États-Unis d'Amérique. Et jusqu'à aujourd'hui tous ces appels de cour ont été refusés.